Nickel. Du coup, on va commencer le dé. Donc, on avait dans cette dé des expériences d'immunofluorescence, des expériences de West. Juste, Dany, il faudra juste que tu zoomes sur les quand tu vas passer, comme ça on verra mieux. Merci beaucoup. Allez, ça marche, aucun problème. Et on avait des expériences de PCR. Donc, il y avait deux ED à peu près de cette question. On va étudier la correction aujourd'hui. Donc, les expériences présentées dans cette ED sont purement fictives et sont imaginées pour s'entraîner de manière didactique à l'exercice du concours. Donc, les informations de cours ou de culture générale en bio-C ne sont pas à retenir dans cette ED. Donc, première ED, on va parler du SARS-CoV-3. Le SARS-CoV-3, c'est une maladie virale qui a franchi la barrière spécifique de l'espèce par zoonose. Il se traduit par une inflammation des cils vibratoires et une détresse respiratoire aiguë, par réduction du calibre des bronches et une diminution de l'immunité innée. Les signes cliniques associés au SARS-CoV-3 sont en outre une dyspnée d'effort, une asthénie fonctionnelle et des éternuements. Donc toute cette partie-là, vous pouvez complètement l'oublier au début de l'ED, elle ne sera pas utile pour répondre aux questions. Donc on s'intéresse aux mécanismes moléculaires et cellulaires de l'infection virale. Alors déjà, dans l'énoncé en général, on vous donne très clairement l'objectif de l'ED. Et ici, on va s'intéresser à la manière avec laquelle le virus va rentrer dans la cellule. Donc directement, il faut penser à un schéma. C'est l'avant-dernier schéma du chapitre 7, où on vous montre les modes d'entrée des pathogènes dans les cellules. Il y a deux modes d'entrée, soit par invagination de la membrane, soit par fusion. Donc directement, il fallait penser à ce schéma. Donc, première expérience. On transfecte des cellules d'épithélium bronchique, respectivement avec deux plasmides. Donc, un plasmide contenant une protéine codée par le génome viral, qu'on appelle la protéine SRUBE, associée à la séquence nucléotidique d'un marqueur spécifique TAG. Donc, lorsqu'on vous parle d'un marqueur TAG, comme on l'a vu dans les cours précédents, il faut directement penser à l'immunofluorescence. Et le second plasmide, c'est un plasmide qui ne code pour aucune protéine humaine, autrement dit un plasmide contrôle. On va cultiver les cellules pendant 6 heures, en présence ou non d'un inhibiteur de NF-κB. Donc, vous savez que le NF-κB, ça intervient dans la voie de l'inflammasome. Donc, c'est ce qui permet à la cellule de se protéger contre les infections virales. On va ensuite réaliser la localisation de la protéine SRUB grâce à un anticorps anti-tag. Et on réalise une co-immunolocalisation de la protéine SRUB avec les protéines actine, histone, catalase et TOM1. Donc, c'est pour savoir dans quel compartiment de la cellule le virus va être intégré. Donc, les résultats de cette co-immunolocalisation pour le lot de cellules transfectées avec le plasmide contenant la séquence codante pour la protéine SRUB et TAG vous sont présentés dans le schéma suivant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les marqueurs de plusieurs organites de la cellule. Donc, la catalase, elle est utilisée pour marquer le peroxysome, les histones pour le noyau, l'actine, c'est pour marquer le cytosol, et TOM1, c'est pour marquer la mitochondrie. Donc, si on arrive à co-immunolocaliser notre protéine avec un de ces marqueurs d'organites, on va pouvoir dire dans quel organite le virus a été intégré. Donc, question numéro 1. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles et où sont exactes? Donc, la catalase est un marqueur des mitochondries. Ça, c'est du cours. C'est vos connaissances en bio-C. Donc, la catalase est un marqueur des mitochondries. C'est faux. La catalase, c'est un marqueur des peroxysomes. La protéine histone est un marqueur du noyau. Ça sera juste, pardon. Les histones sont bien présentes dans le noyau. C'est des protéines nucléaires. Elles servent à la compaction de l'ADN. Donc, c'est bien juste. La protéine TOM1 est un marqueur des lysosomes. C'est faux. La protéine TOM1, c'est une protéine qui appartient à la membrane externe de la mitochondrie. C'est elle qui permet la formation celle qui permet l'importation des protéines dans la mitochondrie. Donc, l'actine est un marqueur du cytoplasme. C'est vrai. C'est bien un marqueur du cytoplasme. On le retrouve dans le cytoplasme et dans les cils. Donc, l'item est juste. La protéine TOM1 est une protéine de la membrane externe des mitochondries. Ça, c'était vrai.
Tome 1, c'est bien une protéine de la membrane externe des mitochondries. OK. Donc, question numéro 2. Après infection d'une cellule par le virus du SARS-CoV-2, la protéine SRUB est importée. Donc, réponse A, totalement dans le peroxysome. Donc, pour savoir si elle est totalement importée dans le peroxysome, on regarde le pourcentage de coimmunolocalisation du marqueur du peroxysome, donc ici la catalase, avec la protéine SRUB. Et on voit que en conditions normales, donc en l'absence, pardon, en, en l'absence d'inhibiteurs de IKB, donc de manière générale, le pourcentage de coimmunolocalisation entre SRUB et le peroxysome est de 0. Autrement dit, la protéine SRUB ne sera pas adressée au peroxysome. Elle est importée partiellement dans le noyau. Donc, on regarde le pourcentage de coimmunolocalisation avec les histones. Dans ce cas-là, c'est faux, puisqu'il y a 0% de coimmunolocalisation entre les histones et, la protéine SRUB. Elle est majoritairement dans la mitochondrie en l'absence de réaction inflammatoire. Alors là, il faut un peu de logique. Donc, en présence d'un inhibiteur de IKB. Si on est en présence d'un inhibiteur de IKB, il y a inhibition de l'inhibiteur, donc activation de IKB, pardon, activation du NF-κB. Donc, il y a une inflammation. OK? Donc, en condition inflammatoire, donc dans la condition de la rangée, de la première rangée, on voit qu'il y a une coimmunolocalisation entre l'actine et la protéine SRUB. Donc, et il y a une grosse coimmunolocalisation de tome 1 avec la protéine SRUB. Ce qui veut dire qu'en présence d'inflammation, la protéine SRUB est importée dans la mitochondrie. Donc ici, l'item était juste. Donc ça, c'est donc l'item C était juste. L'item D, la protéine SRUB est partiellement importée dans le cytoplasme en l'absence de réaction inflammatoire. Donc, en l'absence de réaction inflammatoire, c'est lorsqu'il y a absence d'inhibiteur de IKB, puisque si on n'inhibe pas IKB, IKB va jouer son rôle d'inhiber le NF-κB, donc il n'y aura pas de réaction inflammatoire. Donc, dans ce cas-là, on remarque que la protéine SRUB, elle est majoritairement importée dans le cytoplasme. Donc, l'item est juste. Et item E, la protéine SRUB est majoritairement importée dans le cytoplasme en présence de NF-κB. Donc, en présence de NF-κB, c'est dans la condition numéro 1, puisque la présence de NF-κB, elle est liée à l'absence de IKB. S'il n'y a pas de IKB, il y a du NF-κB. Donc, dans ce cas-là, ça sera, alors je reviens à la question, ça sera faux, puisque en présence de NF-κB, donc en présence de réaction inflammatoire, la protéine SRUB est majoritairement coimmunolocalisée avec la protéine tome 1, donc elle sera principalement importée dans la mitochondrie. OK? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez me les dire, hein, je suis là pour ça. Je sais que cette première expérience, elle est un peu compliquée puisqu'on fait des allers-retours entre les inhibiteurs d'inhibiteurs. Mais voilà. Bon, si vous n'avez pas de questions, on va continuer. Donc, expérience numéro 2. On s'intéresse à l'incidence de la protéine SRUBE sur la réponse immunitaire innée des cellules HLA. Donc, on va voir si ça va entraîner un déficit immunitaire ou pas. On va transfecter ces cellules HLA avec un plasmide qui contient la séquence de la protéine SRUB et le plasmide vide. Toujours, votre plasmide qui contient la protéine d'intérêt et le plasmide contrôle. On va réaliser un immunomarquage avec des anticorps fluorescents, anti-SRUB, anti-TOM 1, et le noyau sera coloré au DAPI. Donc, première expérience de l'étape numéro 2 de l'ED, immunomarquage. Après sacrifice des cellules HELA, extraction des protéines totales et co-immunoprécipitation avec un anticorps anti-masse et anti-sting et un isotype contrôle. Donc, on va voir l'interaction des protéines qu'on va extraire
avec les protéines MAFS et les protéines STING. On se rappelle que les protéines MAFS et les protéines STING, elles participent à la réaction inflammatoire, la réponse immunitaire innée, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les MAM. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces notions-là. Donc, les résultats de ces expériences vous sont présentés ci-après. Donc, on a ici notre co-immunolocalisation. Donc, pour le plasmide qui contient la protéine SRUB, on voit qu'il y a une co-immunolocalisation entre la protéine SRUB, la mitochondrie et le cytoplasme. Donc, lorsque la protéine SRUB est importée dans une cellule normale, elle va se répartir dans la mitochondrie, et plus précisément dans la membrane des mitochondries, et dans le cytosol, ce qui confirme le petit tableau qu'on avait dit plus haut. Donc, en absence d'inhibiteur de IKB, donc dans les conditions normales, on a 78% de virus qui est dans le cytosol et 22% qui est dans la mitochondrie. Ok. Ensuite, on vous fait la co-immunolocalisation entre le MAFS et STING et diverses protéines cellulaires. Et on va interpréter tout ça grâce aux questions. Donc, la technique numéro 1 permet de valider les résultats de l'expérience numéro 1. Ça, c'est vrai. On a vu dans l'expérience numéro 1 qu'en conditions normales, la protéine SRUB, elle est à la fois dans le cytosol et à la fois dans la mitochondrie, ce qui est juste. Item B nécessite de perméabiliser la membrane pour détecter SRUB. Alors, comme je vous avais dit dans le cours précédent, lorsqu'on fait une co-immunolocalisation, si la protéine elle est extracellulaire ou elle a un versant extracellulaire, on n'a pas besoin de perméabiliser la membrane pour faire pénétrer l'anticorps de révélation. Maintenant, notre protéine, qui est la protéine SRUB, elle est localisée dans le cytosol et dans la mitochondrie. Pour que l'anticorps fluorescent ait pu reconnaître sa cible, il a fallu que cet anticorps traverse la membrane, donc il a fallu la perméabiliser. Item D, donc, pardon, nécessite de perméabiliser la membrane pour détecter TOM. Et ça, c'est vrai, puisque TOM, c'est une protéine de la membrane externe des mitochondries. Donc, on a été obligé de dissoudre la membrane pour qu'elle y pénètre. Item D permet d'affirmer que SRUB est inséré dans la membrane interne mitochondriale. Alors j'ai une question. Quand on parle des protéines totales, c'est qu'on les extrait totalement ou bien c'est juste leur nom? Non, en réalité, c'est qu'on les extrait totalement. Genre, on fait exploser la membrane grâce à un soluté hypotonique. La membrane explose, on récupère toutes les protéines, on purifie les protéines qui nous intéressent et ensuite on fait des Western blot, des coimmunoprécipitations. Donc, ce n'est pas le nom d'une protéine, c'est toutes les protéines qui se trouvent dans la cellule. Voilà. Donc, permet d'affirmer que SRUB est inséré dans la membrane interne mitochondriale. Alors là, on voit qu'il y a une co-immunolocalisation entre on voit qu'il y a une superposition en fait entre la localisation de TOM et la localisation de SRUB. Donc, on peut largement affirmer que la protéine SRUB, pardon, je me reprends, on remarque une chose, c'est que les cercles bleus, ils sont... pardon. On remarque qu'il y a une superposition entre les cercles bleus. Donc, les cercles bleus, ça représente la localisation des protéines, de la protéine SRUB, et les cercles verts. Donc, comme il y a une superposition entre les deux, on peut dire qu'ils sont au même endroit. TOM étant un marqueur de la membrane externe de la mitochondrie, on peut affirmer que SRUB et TOM sont au même endroit et que SRUB est dans la membrane externe de la mitochondrie. Permet d'affirmer que SRUB est inséré dans la membrane intermitochondriale, donc c'est faux. Permet d'affirmer que SRUB est inséré dans la membrane externe mitochondriale, c'est vrai. OK? Alors, question numéro 4. Donc, la technique numéro 2
Donc, la technique numéro 2, c'est la coimmunoprécipitation. Elle permet de mettre en évidence l'interaction entre deux protéines. C'est juste, je vous ai remis dans la correction le petit schéma que je vous avais montré lors de l'ED précédente, donc avec le tube où on fixe les anticorps et on retient seulement les protéines qui ont des interactions entre elles. OK? Donc, permet de mettre en évidence l'interaction entre deux protéines, c'est vrai. Est interprétable expérimentalement. Donc, pour que ça soit interprétable, il faut que les... alors, il faut que on ait un isotype contrôle. Ici, on n'a pas d'isotype contrôle. A priori, l'expérience n'est pas interprétable. Donc, permet d'affirmer que SRUB n'interagit pas avec HSP70. Ben, dans ce cas-là, c'est faux, puisqu'on ne peut pas interpréter la coimmunolocalisation. Et met en évidence une interaction entre MAVS et STING. Eh ben, c'est faux, puisque, encore une fois, on n'a pas notre isotype contrôle. Si on n'a pas notre isotype contrôle, on ne peut pas s'assurer que, que l'expérience a bien été réalisée. Donc, on met directement C et D fausses. Donc là, je vous ai mis 6 items. Ça tombe, il n'y a pas 6 items au concours, c'est toujours des questions à 5 items. Mais c'est juste pour l'entraînement. Donc, l'interaction entre MAVS et STING se fait au niveau de ce qu'on appelle une MAM. C'est vrai. Donc, une MAM, c'est une zone fonctionnelle d'interaction entre le réticulum endoplasmique. Il me semble que c'est le réticulum endoplasmique lisse, mais il faut vérifier. Et STING qui appartient à la mitochondrie. Et F, c'est faux, d'une plaque motrice. MAV, c'est STING. Vous savez ce que c'est une plaque motrice? La plaque motrice, c'est la zone d'interaction entre le nerf et le muscle. C'est ça la plaque motrice, donc ça n'a rien à voir. OK? J'ai une question. Dis-moi. Est-ce que tu peux faire un petit rappel sur le rôle de Sting? Parce que je ne me souviens plus du tout. Alors, je vous ai mis ça normalement dans la correction. Alors, une minute. Je crois qu'on la voit. J'ai pas mon poly sur moi, je suis désolé. Mais donc Sting, il faut retenir déjà que c'est une protéine qui appartient à l'immunité innée, puisqu'elle interagit avec MAVS pour capter les pathogènes. Et deuxième chose, elle a un deuxième rôle, on le voit dans le chapitre 8, il me semble, mais je ne m'en souviens plus. On retient déjà que ça, elle appartient à la membrane externe, pardon, elle appartient à la membrane du réticulum endoplasmique, a priori lisse. Elle a 4 domaines transmembranaires et elle interagit avec MAVS. Je pense que ça suffit de retenir ça et qu'elle participe à l'immunité innée du coup. OK? Mais regarde, je crois qu'il y a un schéma dans le chapitre 8, ça serait bien d'y jeter un œil. Juste, je pourrais répéter là, parce que j'ai pas eu le temps de tout noter. Du coup, retient la membrane externe, ouais, après. Pardon, ça appartient à la membrane du RE. OK. Ouais. Ça a 4 domaines transmembranaires. Attends, 4. Ouais. Ça appartient à la voie de l'immunité innée. Ouais, ça, c'est bon, j'ai noté. Et je pense que c'est tout. Et je crois qu'il y a un schéma dans le chapitre 8. Si j'ai le poly... Attends, je vais voir si j'ai les diapos sur mon téléphone. Et je vous dis ça. Au pire, à la fin du cours, tu resteras et je te donnerai le schéma en question. OK? Ah, ok, pas de souci. OK. Donc, question numéro 5. À partir de la technique numéro 2, on peut affirmer que SRUB inhibe l'interaction entre MAVS et STING. Donc là, on reprend notre coimmunolocalisation. Donc, a priori, elle n'est pas interprétable, mais bon, pour répondre à cette question, il faut s'en servir. Donc, inhibe l'interaction entre MAVS et STING. Donc, on regarde la condition où il y a SRUB.
donc plasmide SRUB. On regarde l'anticorps qui est utilisé on regarde l'anticorps qui est utilisé pour co-immunoprécipiter. Donc ici, MAFS. Et on voit qu'en présence du plasmide SRUB, il n'y a pas d'interaction entre MAFS et STING. OK? Puisque lorsqu'on co-immunoprécipite avec MAFS, STING n'est pas retenu. Et réciproquement, lorsque on co-immunoprécipite avec STING, il n'y a plus d'interaction avec MAFS. Donc on peut affirmer que SRUB, la protéine SRUB, empêche l'interaction entre MAFS et STING. Et c'est ce qui pourrait entraîner le déficit dans l'immunité innée qu'on a constaté. Si on compare aux conditions normales, on voit qu'en conditions normales, il y a une interaction entre MAFS et STING et MAFS. Okay, il y a une deuxième chose qui nous permet de penser à cette inhibition d'interaction, c'est que en présence du plasmide SRUB, MAFS interagit avec SRUB et STING interagit avec SRUB. Donc, a priori, SRUB agirait comme un inhibiteur compétitif de l'interaction entre MAFS et STING. Okay, il se mettrait entre les deux, a priori. OK, donc, inhibe l'interaction entre MAFS et STING, ça c'est ce qu'on a constaté. Inhibe l'interaction entre MAFS et RIG1. Donc, en présence du plasmide SRUB, on voit qu'il y a toujours un marquage pour RIG1. Donc, a priori, l'interaction entre RIG1 et MAFS n'est pas inhibée par la présence du plasmide SRUB. Entraîne l'extinction du gène codant pour STING. Donc, ici, c'est faux, puisque STING est toujours présente, sauf qu'elle n'interagit pas avec MAFS. D'où on sait qu'elle est toujours présente, c'est que lorsqu'on co-immunoprécipite avec STING, on a un marquage. Donc, c'est qu'elle était bien présente lors de l'extraction de notre protéine. Entraîne l'extraction du gène codant pour RIG1. Donc là, c'était faux, puisque si RIG1 apparaît sur notre Western blot de co-immunoprécipitation, c'est que RIG1 a été bien exprimé par la cellule. Donc, et item E interagit simultanément avec MAFS et STING. Ça, c'est juste. OK? Expérience numéro 3. On injecte le génome du SARS-CoV-2, délité de la séquence SRUB, à respectivement 2 lots de cellules. Un premier lot transfecté avec le plasmide vide et un deuxième lot qui est transfecté avec le plasmide SRUB. OK? Les cellules sont ensuite cultivées dans 2 milieux. Le premier contenant un inhibiteur de la kinase IKB et le second qui n'en contient pas. Pour chaque lot de cellules, on inactive ou pas le gène de RIG1 grâce à un micro-ARN dirigé contre l'ARNM de RIG1 qu'on va appeler CIRIG1. Pour chaque condition, les cellules sont lysées et la quantité de NF-κB est mesurée dans le surnageant grâce à un test ELISA. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un test ELISA? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce que c'est? C'est pas pour détecter les protéines? C'est ça, ouais. Entre autres, c'est ça. C'est pour savoir combien, c'est pour donner une idée de manière quantitative du nombre de protéines qu'on a. C'est un peu comme les tests sérologiques qu'on fait avec le Covid. Donc, c'est ça, un test ELISA. Donc, il faut retenir que ELISA, c'est un test quantitatif d'analyse des protéines, première chose. Et deuxième chose, c'est une mesure qui est spectrophotométrique, puisqu'on va utiliser des anticorps qui sont fluorescents. D'accord? Donc, on retient 2 choses pour le test ELISA. Ça analyse les protéines de manière quantitative. Et deuxième chose, c'est utilisé grâce à de la fluorescence. C'est réalisé grâce à de la fluorescence. Les résultats vous sont présentés dans les tableaux ci-dessous. Donc, on va revenir sur l'expérience. On a plusieurs lots de cellules. Donc, un lot qui est transfecté avec le plasmide vide, donc un lot de cellules normales, et un lot de cellules qui est infecté. OK? On prend ces 2 lots et on va les soumettre à plusieurs inhibiteurs, soit des inhibiteurs de RIG1, soit des inhibiteurs de kinase IKB. OK? Alors là, attention, on a un inhibiteur de la kinase de IKB. Donc, si on a un inhibiteur de la kinase de IKB, en présence de cet inhibiteur, IKB ne pourra pas être
dépareillé du NF-kappa-B. Donc, on n'aura pas du tout d'activation du NF-kappa-B. Vous comprenez? C'est différent de ce qu'on avait plus haut. En haut, on avait un inhibiteur du NF-kappa-B. Ici, on a un inhibiteur de la kinase. Donc, ça a des conséquences différentes. En haut, l'inhibiteur du kappa-B, ça a entraîné une activation du NF-kappa-B. Mais là, c'est un inhibiteur de la kinase de kappa-B. Donc, si on a un inhibiteur de la kinase de kappa-B, on n'aura pas du tout d'activation du NF-kappa-B. OK? Donc, question numéro 6. Après l'infection virale. Donc, après l'infection virale, la quantité d'interférons produite est maximale en conditions physiologiques. Donc, après l'infection virale, c'est toujours lorsqu'on a le plasmid srub. Donc, on va s'intéresser à la partie gauche du tableau. Là, en conditions physiologiques, c'est les conditions où on n'a pas rajouté d'inhibiteur, on n'a pas fait de micmac dans la cellule. Donc, c'est les conditions moins. Donc, plasmid srub, moins. On a 22, a priori, on a 22 unités d'interférons. Donc, on ne peut pas dire que la quantité d'interférons, elle est maximale, puisque on voit que le maximum de la quantité d'interférons, c'est 200. Pour le plasmide vide, donc le plasmide non infecté, en conditions physiologiques, on a 100 unités d'interférons. Avec le plasmide srub, donc pour les cellules infectées et en conditions physiologiques, on a seulement 22 unités d'interférons, donc l'item est faux. Donc la quantité d'interférons produite diminue en présence de l'inhibiteur de la kinase de kappa-B. Donc en présence de l'inhibiteur de la kinase de kappa-B, c'est cette colonne-là du tableau. Est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Ouais. Allez, nickel. Parfait. Donc, c'est dans cette colonne-là du tableau et on voit qu'en présence de l'inhibiteur de kinase de kappa-B, on a 22%. Donc, a priori, ça ne bouge pas. Augmente en présence du micro-ARN dirigé contre RIG1. Donc, on va se mettre dans la condition où on a seulement le micro-ARN dirigé contre RIG1 qui est actif. Donc, c'est cette colonne-là. Et on voit que c'est diminué. Donc, l'item C est faux. Et diminué en présence de la protéine SRUB, ça c'est vrai. On va prendre, donc ici, il faut comparer notre cellule normale et notre cellule infectée dans les mêmes conditions. Et on regarde et on remarque que dans les conditions où on n'a aucun inhibiteur, on a 100 unités pour les interférons, alors que pour le plasmide SRUB et dans les mêmes conditions, on a seulement 22 unités. Donc on peut affirmer que la quantité d'interférons est diminuée en présence de la protéine SRUB. Et diminuée en l'absence de la protéine SRUB, ça c'est faux. La protéine SRUB, justement, son mécanisme, s'il n'y a pas la protéine SRUB, tout est normal et la quantité d'interférons ne diminue pas. OK? Alors, la protéine SRUB inhibe la kinase IKB. Donc, pour le savoir, il faut comparer deux choses. Donc, on va comparer le cas où on a seulement l'inhibiteur de kinase IKB pour le plasmide vide et la condition où on a... En fait, on veut savoir si plasmide SRUB, c'est équivalent d'un inhibiteur de kinase IKB. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sur le plasmide vide en présence d'un inhibiteur de IKB. On voit qu'il y a 22 unités d'interférons. Ensuite, on va sur la condition où la cellule est infectée et en l'absence de tout type d'inhibiteur. OK? Et on voit qu'on a la même quantité d'interférons qui est produite. Donc, a priori, le plasmide SRUB jouerait la même fonction qu'un inhibiteur de kinase IKB. Item B, empêche l'interaction entre MAFS et RIG1. Donc, inhibe l'interaction entre MAFS et RIG1. Pour le savoir, il faut savoir... Excusez-moi, je me suis perdu. Empêche l'interaction entre MAFS et RIG1. Donc, pour y répondre à cette question, il faut remonter à la coimmunoprécipitation, puisque sur un tableau comme ça, on ne peut pas savoir si les protéines interagissent. Il fallait revenir au tableau qu'on avait donné plus haut
Et on regarde qu'en présence du plasmide SRUB, on a toujours une interaction entre MAFS et RIG1. Donc, a priori, ce n'est pas par ce mécanisme que la protéine SRUB diminue l'immunité innée. OK? Donc, on était à la question 7, item C. N'a aucun effet sur la production d'interférons par la voie RIG1-MAFS. Ben, a priori, c'est juste, puisque la voie RIG1-MAFS, elle fonctionne toujours. Il y a toujours l'interaction entre RIG1 et MAFS, et on peut le confirmer à partir du tableau, me semble-t-il. On ne va pas se casser la tête, on va continuer, mais on peut le vérifier sur le tableau. Donc, diminuerait probablement la quantité d'interférons produites par la voie STING. Ben, ça, a priori, c'est vrai. Puisque STING, on a vu que le virus la protéine SRUB, elle empêche l'interaction entre MAFS et STING, donc ça pourrait être juste. Voilà, donc maintenant, à la fin des ED, vous avez toujours une question synthétique. Donc, vous avez toujours des questions sur le mécanisme, des questions qui vont vous permettre d'éliminer les autres mécanismes possibles, et à la fin, une question de synthèse pour savoir quel est le bon mécanisme. Donc, à partir de l'ensemble de ces expériences, on peut probablement affirmer que le SARS-CoV-3 diminue la réponse immunitaire innée en inhibant l'interaction entre MAFS et STING. A priori, c'est juste, puisque plus haut on a vu que dans le Western blot de coimmunoprécipitation, qu'en présence du plasmide SRUB, on n'a pas d'interaction entre MAFS et STING. OK? Alors là, question très technique. On peut affirmer à partir de ces expériences que le SARS-CoV-2 est un virus à ARN. Alors, selon vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que vous avez... Alors, attendez, j'ai reçu 4 réponses. Alors, on m'a dit c'est faux. Alors STING, c'est pas au niveau du RE. STING, c'est au niveau du RE. Alors, attendez, j'ai la correction. STING, c'est bien au niveau du RE. Hein. Désolé si j'ai été confusant sur ça. Alors, attendez. Je vais vous mettre la correction en partage. Donc, sur ce schéma, vous voyez comment la cellule se défend face à l'agression d'un virus. Donc, on a 2 types de virus, les virus à ADN et les virus à ARN. Pour les virus à ARN, simple ou double brin, ça passe par la voie RIG1-MAFS. OK? Pour les virus à ADN, ça passe par la voie STING. OK? Et donc, ça passe toujours par... Pardon, on reprend. Donc, pour les virus à ARN, le virus fusionne avec la membrane, il va libérer son contenu dans la cellule, et l'ARN viral va être capté par RIG1 et par MAFS. OK? Pour les virus à ADN ou à ARN, on a un autre mécanisme pour se protéger des infections, c'est la voie des endosomes avec les TLR. Donc, il y a les TLR qui vont capter les ARN ou les ADN viraux, donc les acides nucléiques viraux. Ça va soit passer par la voie STING, soit passer directement par l'activation des facteurs de régulation de transduction, comme le NF-κB. Donc, si on revient à notre... Alors, si on revient à notre expérience. Donc,
Attendez, pardon. Ici, on a vu que le mécanisme, c'est une inhibition de l'interaction entre MAFS et STING. Donc, a priori, on pourrait dire que c'est soit un virus à ADN, soit un virus à ARN. Le problème, c'est qu'il me semble que je me suis trompé sur un des items, c'est que la protéine SRUB a bien un effet sur la production d'interférons par la voie regain-MAFS. On peut le voir sur le tableau. Il faut que je vous confirme ça. Bref, en tout cas, la bonne réponse, c'était c'est un virus à ARN. On reviendra dessus à la fin de l'ED parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait. Mais la correction est bien détaillée, ne vous inquiétez pas. OK ? Donc, on va passer à l'ED numéro 2. Donc, là aussi, l'ED est purement inventé. Donc, on va s'intéresser ici à la maladie de l'ALD. Donc, l'ALD, c'est une maladie rare qui génère des désordres mentaux ainsi que des complications cardiovasculaires et immunitaires sévères. Ça, vous le reverrez en deuxième année de médecine. Donc, on s'intéresse à l'organite intracellulaire à l'origine de cette pathologie. On va cultiver 2 lots de cellules séparément. Un premier lot de cellules provenant de souris wild type et un second lot provenant de cellules mutées pour le gène de l'ALD. On lise les cellules et on relève la quantité d'un certain nombre de molécules et de métabolites cellulaires. Les résultats de ces expériences vous sont présentés ci-après. Donc, en présence de la souris wild type, on a donc là, on fait ce qu'on appelle un Southern blot, c'est pour savoir combien on a de métabolites dans la cellule. Donc, en présence de la souris wild type, on a 20 unités arbitraires d'acétyl-CoA. En présence de la cellule, et dans la souris mutée, on a 20 unités arbitraires d'acétyl-CoA. Maintenant, au niveau de l'eau oxygénée, du peroxyde d'hydrogène, dans la souris wild type, on a seulement 10 unités et on voit que l'eau oxygénée est largement augmentée dans la souris mutée. Donc, question numéro 8. L'ALD provoque une augmentation de la quantité d'acétyl-CoA dans les cellules. Ça, c'est faux, puisqu'on voit qu'en présence de la mutation, on a toujours la même quantité d'acétyl-CoA dans la cellule. Entraîne une accumulation d'eau oxygénée dans les cellules. Ben, ça, c'est juste. On voit que ça passe de 10 à 100. Donc, a priori, c'est juste. Pour être à l'origine d'un stress oxydant, donc ça, c'est vrai. Vous allez voir le stress oxydant dans le cours de Elise Caspi, normalement, ce qui est le cours sur le cytosol. Et en fait, un stress oxydant, c'est quand on a un déséquilibre entre les antioxydants et les facteurs, les agents oxydatifs. Donc ici, on a une augmentation de H2O2, qui est un facteur oxydant. Donc, ça pourrait être à l'origine d'un stress oxydant. L'ALD concerne sûrement les peroxysomes, c'est vrai, puisque les peroxysomes ont un rôle de détoxification de la cellule et permettent de métaboliser l'H2O2. Donc, a priori, ça serait juste. Concerne sûrement les mitochondries, c'est faux, les mitochondries n'ont pas de rôle de détoxifier la cellule. OK, donc expérience numéro 2. On s'intéresse à l'incidence de l'ALD sur les enzymes peroxysomales. On va cultiver 2 lots de cellules, wild type et mutées, puis on va sacrifier les cellules, on va extraire les protéines peroxysomales, puis on va faire un western blot avec un anticorps anti-catalase, anti-oxydase, anti-HSP70, et anti-MAFS. Pour les 2 conditions, on réalise une RT-PCR quantitative de l'ARN de la catalase et de l'oxydase. Donc, et on vous présente les résultats. Donc, on voit que dans la souris wild type, on voit que pour la souris wild type et la souris mutée, on a les mêmes quantités d'oxydase, les mêmes quantités de MAVS, on n'a pas d'HSP70 puisqu'on va extraire les protéines peroxysomales. Par contre, on voit que la quantité de catalase est diminuée entre la souris wild type et la souris mutée. On va confirmer ça grâce à la PCR. Donc, le taux d'ARN de la catalase wild type et le taux de catalase mutée est la même. Donc, on peut dire à partir de cette RT-PCR que le problème ne vient pas de la synthèse de l'ADN. Elle vient plutôt d'un défaut de maturation. On va confirmer ça à partir des expériences qui vous sont présentées après. Donc, à propos de la technique numéro 1, c'est une technique d'identification des protéines. Donc ça, c'est vrai, attention.
attention, le Western blot, ce n'est pas une technique d'identification de l'ADN, etc. C'est une technique d'identification des protéines. D'accord? C'est une technique d'analyse quantitative de l'ADN. Donc ça, c'est faux, c'est une technique d'analyse des protéines. La quantité de catalase est la même pour les cellules wild-type et les cellules mutées. Donc on revient sur le Western blot, on compare wild-type et muté, on voit que la quantité de catalase a été diminuée. Donc l'item est la quantité d'oxydase est la même pour les cellules wild-type et les cellules mutées. Donc ça, c'est juste. Comme on l'a vu plus haut. L'absence de marquage pour HSP70 est pathologique, c'est faux, puisque ici, on n'a pas fait une extraction des protéines totales, mais une extraction des protéines peroxysomales. OK? Donc, c'est normal qu'on ne trouve pas HSP70, puisque HSP70 n'est pas une protéine peroxysomale. D'ailleurs, j'avais posé la question à Élise Caspi pour savoir s'il y a des chaperons dans le peroxysome. Elle m'a répondu a priori, il n'y en a pas, mais il n'y a aucune étude qui permet de le prouver. Donc, si on vous demande au concours, est-ce qu'il y a des chaperons dans le peroxysome, vous mettez faux. OK? Question numéro 10. À propos de la technique de RT-PCR. Donc, c'est une technique d'étude de... C'est une technique d'étude de l'ADN. Donc, c'est faux. C'est une technique d'étude de l'ARN. La PCR, c'est pour l'ADN. La RT-PCR, c'est pour l'ARN. Elle nécessite une étape de rétrotranscription de l'ARNM. Donc ça, c'est vrai. Grâce à la transcriptase inverse, on fait une rétrotranscription. On convertit l'ADN en ARN, l'ARN en ADN, et on analyse cet ADN qu'on a obtenu. Donc, elle permet d'affirmer les résultats de la technique numéro 1. Alors, a priori, non, puisqu'on voit que la quantité de catalase entre la souris wild-type et la souris mutée est la même. Donc, a priori, le problème ne vient pas de la synthèse de l'ADN, elle vient plutôt peut-être d'un excès de dégradation ou d'un défaut de maturation. OK? Donc, c'est faux, ça ne permet pas d'affirmer les résultats de la technique numéro 1. À propos des expériences 1 et 2, on peut affirmer que l'ALD est probablement causée par une hyperactivité des oxydases. C'est faux. Elle est causée par, justement, une hypoactivité des oxydases. Enfin, plutôt par un défaut d'activité de la catalase. Si on avait une hyperactivité des oxydases, on aurait eu probablement une quantité de catalase normale, mais une quantité de catalase qui serait surchargée ou saturée. Ici, le problème viendrait plutôt d'un défaut d'expression, d'un défaut d'activité de la catalase. Donc, l'item E est faux et l'item F est juste. OK? Alors, je vais vous envoyer la correction. Elle est très bien faite. N'hésitez pas à la regarder, à avoir des questions et à me poser des questions dessus. Donc, je sais que j'ai un peu. Donc, le dé était un peu brouillon. On va se rattraper dans les séances qui suivent. Ne vous inquiétez pas, la correction, elle est bien faite. Même si j'ai fait des petites erreurs lorsque j'ai voulu vous expliquer des notions, tout est indiqué dans la correction. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tu peux expliquer juste comment faire pour savoir la diminution de l'expression et de l'activité pour la catalase, s'il te plaît? Alors, ok. Alors, je vais partager ma correction, comme ça je te montre ça dessus. Hop. Alors, donc pour ça, il faut se mettre en tête, il me semble, un des schémas sur le peroxysome. On voit qu'il y a d'abord les oxydases qui produisent de l'H2O2, ok, et ensuite la catalase qui transforme cet H2O2 en H2O. Ouais. Est-ce que tu te rappelles de ce schéma? Sur le peroxysome, Absolument. je crois qu'on n'a pas ce schéma.
Vous l'avez pas fait? Alors, On attendez. n'en a que 3 sur le peroxysome. Ah, vous avez que... Ah. Alors, attendez, je vais voir si c'est au programme. En gros, il est dans le cours, mais il est juste pas dans le poly. Ah, il n'est pas dans le poly? Elle vous a dit de l'apprendre? Bah, après, en soi, ce qui est pas dans le poly, non, mais il faut savoir les notions, quoi. C'est ça. Alors, bon, si elle nous a parlé des enzymes dans le cours, a priori, il faut connaître. Hein. Alors, attendez. Une minute. Je retrouve ce schéma. Voilà, normalement, nous, c'était le 3e schéma du peroxysome. Bon, en tout cas, il y a l'oxygène qui rentre dans la cellule. OK. L'oxygène est métabolisé par une oxydase qui va donner soit de l'acétyl-CoA, soit des acides gras à chaîne carbonée raccourcie, soit de l'eau oxygénée. OK. Maintenant, on remarque que la quantité d'ARN de la catalase et des oxydases est la même en présence ou en l'absence de la mutation. On voit ça sur le Western blot. Les colonnes rouges sont à peu près à la même hauteur et les colonnes noires sont à peu près à la même hauteur. On est d'accord? Maintenant, ça permet de dire que on n'a pas un... Donc, ça permet de nous dire qu'on n'a pas un défaut d'expression. Première chose. Deuxième chose, on voit sur le Western blot que... On voit sur le Western blot que la quantité de catalase en présence de la mutation et en l'absence de la mutation, a priori, est diminuée. On voit qu'il y a une légère baisse entre les deux. OK? Non, pardon. A priori, il y a une légère baisse. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et on voit que la quantité d'oxydase est la même entre les deux. Bon. Donc, première chose, on ne peut pas dire que ça vient d'un défaut d'expression des oxydases et des catalases puisque la quantité d'ARN est la même. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on peut affirmer que le problème, c'est que la catalase n'est pas en quantité suffisante pour pouvoir gérer tout le matériel qui est tout l'H2O2 qui est produit par les oxydases. Donc, l'origine du problème, c'est ni un défaut d'expression de la catalase et de l'oxydase. Ouais. Ça serait peut-être un défaut de traduction de la catalase ou un défaut d'importation. On ne le sait pas. OK? Alors, donc, le stress oxydant, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'oxydase, c'est ça. Ça peut être soit lié à un défaut d'oxydase, soit lié à un défaut de catalase. En tout cas, il faut retenir qu'un stress oxydant, c'est quand il n'y a pas assez d'antioxydants, quoi. Quand tout le matériel antioxydant, il n'est pas fonctionnel, que ce soit la catalase, les oxydases ou toutes les autres enzymes qui permettent de détoxifier la cellule. Voilà. Bon. Si vous avez des questions sur cette ED, je suis disponible. Vous me dites et on en discute par message, d'accord? Voilà, je vais vous envoyer la correction et on se donne rendez-vous vendredi normalement en présentiel à la prépa. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.